Merci à vous tous qui êtes là. Comme vous venez de le dire, Madame, cette conférence trouve sa place dans ces journées de l'Antiquité, qui sont comme une fenêtre ouverte en région pour montrer que l'Antiquité est toujours intéressante dans sa grande diversité. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les différents départements, expositions, conférences, initiatives diverses. Le programme est disponible à l'adresse que vous voyez indiquée ici et qui est sur ce petit document que vous avez pu prendre ou que vous pourrez prendre. Voilà, je vais donc vous parler de ce ciel grec. Je vais commencer par une petite introduction. Je vous présenterai dans un instant la façon dont ce petit parcours va se dérouler. Une petite introduction pour vous conduire devant la Voie lactée. La Voie lactée, son nom d'abord. Les latins disaient Circus Lacteus. Et les Grecs disaient O Galaxias Kuklos, le cercle Kuklos lacté. Lacté. Parce que le lait, ça se dit en grec gala, galactos, en latin lac, lactis. Et galactos, ça donne l'adjectif galaxias et ça donne le nom galaxie. Nos galaxies trouvent leur origine dans ce cercle lacté. Je vais me servir dans ce propos de ce livre et de ses réflexions d'un savant d'Alexandrie, IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'appelait Ératosthène, grand savant, qui a écrit ce livre dans lequel il décrit le ciel. Mais il le décrit avec les outils en quelque sorte et les rêves qui sont ceux des Grecs, en reconnaissant dans le ciel des étoiles qui sont organisées en constellations. Et ces constellations racontent des histoires. Elles racontent par exemple l'histoire qui fait qu'il y a une voie lactée. Vous connaissez peut-être cette image, c'est un tableau du Tintoret. Écoutons Ératosthène. Le cercle lacté a reçu son nom de cette histoire. Il était impossible au fils de Zeus d'avoir part aux honneurs du ciel s'il n'avait pas tété le sein d'Héra. C'est pourquoi Hermès, paraît-il, amena Héraclès après sa naissance et l'appliqua sur le sein d'Héra. Héraclès téta. Quand elle s'en aperçut, Héra le rejeta loin d'elle et c'est ainsi que le surplus de lait, en s'écoulant, constitua la voie lactée. Vous voyez peut-être les étoiles qui montent, qui sortent de ce sein mordu par le petit Héraclès. Je vais commencer cette conférence par un sourire. Alors, le mot lac lactis va donner le mot lait, va donner le mot lacté, et va nous conduire vers ce chocolat blanc que vous avez peut-être en mémoire, et peut-être... Ah, les pirates! Vite, du galac! Pourquoi? Parce qu'il est blanc, regarde! Tiens, Homme, voilà du galac! Merci, galac chéri! Si blanc, si beau! C'était un chocolat galactique. Mais vous aurez noté qu'il ne s'appelait pas Gala, mais Galac, justement pour faire galactique, et cette publicité qui montre le chocolat réverbérer les rayons du soleil était bien pensée. Alors je vous présente le petit parcours que je vais vous soumettre. Il aura deux parties, une première où j'essaierai de vous montrer une partie des histoires, de vous présenter une partie des histoires qui animaient en quelque sorte leur ciel pour les Grecs de l'Antiquité. Et puis dans une deuxième partie,
j'essaierai de vous montrer en quoi on peut dire que le ciel d'aujourd'hui est encore un peu, mais c'est très important, un peu grec. Il y aura quelques interférences sans doute entre ces deux parties, et puis je vous l'annonce aussi, au milieu il y aura un intermède. Et l'intermède tient à cette question. Et si notre ciel était devenu chrétien? Pour tout à l'heure. Alors premièrement, le ciel grec, le nom des planètes, des constellations d'abord, rapidement, et puis un peu plus précisément, quelques histoires qui sont racontées par le ciel, qui étaient racontées aux Grecs par ce ciel et qui se lisent encore pour nous dans notre ciel. Alors ces planètes, je vais aller très vite parce qu'évidemment ces noms sont très connus. Les anciens connaissaient 5 planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. J'ajoute ce que les anciens ne connaissaient pas, c'est que Saturne a des satellites, et la plupart des satellites de Saturne ont été nommés d'après le nom des titans dans l'Antiquité grecque. Saturne a 62 satellites. La plupart sont des noms de titans. Titan, Mimas, Pandore, Épiméthée, Encélate. Jupiter possède 67 satellites naturels. Tous ces satellites portent des noms grecs. Io, Europe, Callisto, Ganymède. Je vais revenir sur Ganymède tout de suite. Vous voyez ces noms, les noms auxquels nous sommes habitués. Jupiter, Saturne, Uranus, c'est la traduction latine de ces mots grecs, donc ne soyez pas choqués, je parle d'un ciel grec, mais c'est un ciel aussi romanisé. En grec, Zeus, son père Chronos, est le père de Chronos, Ouranos. Et puis ensuite, nous avons Neptune, Poséidon chez les Grecs. Neptune, dont vous voyez, alors et Jupiter, vous voyez Ganymède, vous voyez le petit point, Ganymède. Ganymède, voilà, on remonte les siècles et on arrive à cette image grecque. C'était un beau jeune homme dont Zeus est tombé un jour amoureux, qu'il a enlevé pour le conduire au ciel, et Ganymède sert aux dieux leur boisson, le nectar, l'ambroisie. Il est l'échanson des dieux. Chose amusante, le satellite Hubble a recueilli tout récemment, en mars 2015, cette information. Sous la croûte de Ganymède, il y a un océan d'eau salée profond de 100 km. Ça nous fait déjà rêver. Et évidemment, il y a comme un décalage entre cette image grecque et l'information ou l'image que je viens de vous montrer. Les 2 planètes découvertes par les modernes sont donc Uranus. Alors qu'est-ce que je... Ah mais non, je vais vous montrer ça encore. Voilà d'autres satellites. À côté de Ganymède, vous voyez Io, Europe, Callisto. Je vais reparler de Callisto tout à l'heure. Vous constatez que ce sont toujours des noms grecs qui sont donnés pour accompagner ces objets stellaires. Un mot sur Uranus. Uranus découvert en 1781. Son découvreur, William Herschel, a hésité sur le nom à donner à Uranus. Et il s'est dit, le temps est fini où on donnait, comme les Grecs, aux planètes qu'on découvrait, le nom de divinité grecque. Il faut être de notre temps. Et qu'est-ce qui est le plus important dans notre temps? C'est le souverain anglais qui protège les recherches que je fais. On va donc appeler cette planète Georgium Sidus, ou en anglais Georgian Planet, planète de George, parce que ça se passait sous le règne de George III.
Alors évidemment, ça ferait drôle aujourd'hui d'avoir une planète qu'on appellerait George III dans le ciel. Heureusement, c'est le nom d'Uranus qui a été retenu. C'est le nom d'Uranus, oui, qui a été retenu. Une petite parenthèse ici, les satellites d'Uranus ne sont pas des divinités grecques. Les satellites, sont tous désignés par des noms de personnages venant des tragédies ou des comédies de Shakespeare. Vous pourrez vérifier ça sur Internet, c'est très facile. Il y a des personnages du Songe d'une nuit d'été, de La Tempête, mais aussi Cordélia ou Ophélie ou Juliette. Voilà. Neptune, enfin, la dernière des planètes connues, a des satellites qui sont des divinités de la mer, Triton, Thalassa, Protée, Néréide. J'ai fait la liste, vous vous dites qu'il y a Pluton au bout. Eh bien, c'est le cas Pluton dont je vous parlerai tout à l'heure, parce que maintenant, je voudrais vous parler de quelques-unes de ces constellations qui racontent des histoires. Ératosthène décrivait 48 constellations. On en répertorie aujourd'hui 88. La majorité donc de ces constellations garde le nom de ces personnages de la mythologie grecque et continue à nous raconter ces histoires. Je vais prendre des images dans ce livre. Il a été réédité récemment, c'est pas très très cher, moins de 100 € pour un très très bel album. Ce livre, publié par l'astronome Cellarius en 1660, rassemblait des cartes du ciel qui avaient été publiées jusqu'à lui. Je vais vous montrer quelques-unes de ces images. Voici une image générale un peu confuse. Je vous montrerai des images plus claires, rassurez-vous. Mais j'attire votre attention sur un problème qui pourrait vous perturber, si j'ose dire. Vous voyez la grande ours ici? Vous voyez l'ours? Vous arrivez à peu près au milieu. Vous voyez ici, là? Je vais vite. Et vous voyez là, ici, l'ours? Sur un autre plan, vous voyez que l'orientation a changé. Alors, les images que je vais prendre dans cet atlas de Cellarius sont orientées selon ce qu'on appelle une perspective convexe. Alors, c'est quelque chose d'assez amusant finalement. On peut voir le ciel ou bien en étant en dessous, et on est alors dans cette perspective concave, ou bien on s'imagine qu'on est comme Dieu en quelque sorte au-dessus du ciel. Et alors, on est dans une perspective convexe, ce qui fait que selon les deux perspectives, aujourd'hui c'est la perspective concave qui s'impose, on est au-dessous du ciel. Pour dire les choses de façon métaphorique, évidemment, parce qu'on est en même temps dans le ciel et sous le ciel en même temps qu'au-dessus. Voilà. Ceci étant dit, regardons quelques images. Vous voyez cette image? On va la voir mieux. En regardant vers le nord-est en début de soirée, vous verrez la Grande Ourse monter dans le ciel. C'est probablement la constellation la plus connue, du moins dans l'hémisphère nord de la planète. Sa présence dans le ciel est due à une légende grecque. Mais une partie de la Grande Ourse est encore mieux connue. C'est celle qui est formée des 7 étoiles les plus brillantes de la constellation. Les Romains disaient qu'il s'agissait d'un troupeau de 7 bœufs, les Septemtriones, dont nous avons fait le mot septentrion qui désigne le nord. L'étoile polaire se trouve en effet dans le prolongement des 2 premiers bœufs du troupeau. Ces Septemtriones sont souvent appelés grandes casseroles, alors que tout Chinois qui se respecte
vous dira qu'il s'agit de Beidou, la grande louche-Harry. Dans le Moyen-Âge européen, on y voyait un grand chariot. Parlons donc un peu de la grande ourse. Et je commence par vous rappeler ces vers qu'on trouve dans l'Odyssée. Ulysse quitte Calypso, il a passé 7 ans à ses côtés. Calypso, la mort dans l'âme, le fait repartir, c'est l'ordre des dieux. Et Ulysse va reprendre la mer. Assis près de la barre, en maître, il gouvernait sans qu'un somme jamais tombât sur ses paupières. Son œil fixait les Pléiades et le bouvier qui se couche si tard, et l'ours qu'on appelle aussi le chariot, la seule des étoiles qui ne se couche jamais au bain de l'océan, mais tourne en même place guettant l'Orion. La vie de Calypso, cette toute divine, était de naviguer sur les routes du large, en gardant toujours l'ours à gauche. Et je vous fais part de mon sentiment. Je trouve émouvant de constater que 700 ans avant Jésus-Christ, on regardait déjà le ciel en y repérant cette grande ours, cet ours. Alors pour les Grecs, qui était cet ours? Elle nous parle de l'histoire de Callisto précisément. Callisto est une compagne de la déesse Artémis. Très belle, Callisto veut dire la toute belle. Elle est la fille de Lycaon, roi d'Arcadie. Zeus la voit et se dit qu'elle est bien belle et décide de l'approcher. Je suis pudique. Callisto va découvrir, quelque temps après, qu'elle est enceinte. Mais être enceinte aux côtés d'Artémis, qui a fait le vœu de chasteté, qui refuse absolument la compagnie des hommes, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Vous voyez ce tableau, Flandre, 16e, grand tableau qui nous montre Callisto chassé par Artémis. Alors je vais vous montrer le détail. D'abord ce cercle-là, et puis ensuite celui-ci. Le premier, c'était celui de droite. Vous voyez la déesse qui porte une couronne sur la tête. Elle est là, elle tend la main. Elle tend la main vers Callisto. C'est la déesse Artémis. Et Callisto, voilà. Et Callisto est là. Une de ses compagnes a tiré sur le voile qui recouvrait son ventre. Tout le monde a pu voir qu'il était un peu gros. Tout le monde a pu voir qu'elle était enceinte. Callisto va donc être chassée. Elle est chassée et transformée en ours. Dans le temps de cette métamorphose, elle donne en même temps le jour à un fils qui s'appelle Arcas. Les années passent. Voyez cette image. Arcas est le chasseur à droite qui voit une ours dans la forêt. Il tend son arc pour la tuer. Il ne sait pas que c'est sa mère. Mais Zeus, dans les profondeurs du ciel, voit ce qui est en train de se passer. Regardons les choses de plus près. Vous voyez, l'image nous montre les deux temps. En bas, c'était Callisto transformé en ours, menacé par son fils. Et en haut, c'est Callisto qui monte vers le ciel, appelé par Zeus à rejoindre le ciel pour y devenir une constellation. Les Grecs appelaient ce phénomène monter dans le ciel pour y devenir une constellation. Ils appelaient ça catastérisme. Catastérisme. Alors Arcas essaie de poursuivre sa mère, mais sa mère est maintenant hors de sa portée. Elle est maintenant une constellation dans le ciel. La grande ours, l'ours. L'ours, pas très loin du pôle Nord, et c'est précisément parce qu'elle est dans cet axe qui est désigné par le pôle que nous ne voyons jamais la grande ours, l'ours se coucher, disparaître. Les Grecs disaient, ou se plaisaient à dire, que c'était Héra, toujours jalouse des frasques de son mari, qui, pour punir au ciel
la grande ours, Callisto, avait fait que jamais Callisto ne pourrait trouver le repos en allant se coucher dans la mer. Arcas va lui-même être transformé peu après par Zeus. Il va devenir le protecteur de sa mère. C'est la constellation qu'on appelle le Bouvier, ou Boötès, pour le dire avec ce mot ancien. L'étoile la plus brillante de cette constellation, c'est Arcturus. Vous reconnaissez dans Arcturus un peu le nom qu'on avait dans Arcas. Ce nom vient d'une racine grecque qui veut dire ours. Au passage, l'Arctique, c'est le pays des ours. Alors voilà, l'ours qui est ici, l'Ursa Major. Regardons un peu les choses encore. L'Ursa Major. Oh, je vais revenir quand même au Bouvier, Arcas. Et je redonne la parole à Ératosthène. On dit que c'est Arcas, le Bouvier, fils de Zeus et de Callisto. Écoutez, c'est un peu violent la suite. Il fut mis en pièces par Lycaon, le roi de l'Arcadie, qui le servit en morceaux à Zeus, qui était venu manger chez lui. Zeus, à cette vue, comprenant ce qui se passait, horrifié, renverse la table, enflamme la maison, mais rassemble les fragments découpés de son fils qu'il place au ciel pour en faire la constellation le Bouvier. Cette constellation a 2 étoiles à la main droite qui ne se couchent point, une brillante à la tête, une à chaque épaule, une à chaque mamelle, et sous la droite une obscure, une belle au coude droit, une très brillante nommée Arcturus entre les genoux, et une claire à chaque pied, en tout 14 étoiles. Vous voyez ce que fait Ératosthène? Il décrit la constellation et il fait la liste des étoiles qui la composent en nommant celles qui sont très brillantes, celles qui sont moins brillantes, celles qui sont grosses, celles qui sont petites. Alors voilà l'histoire. On reste un petit peu dans le même secteur. Oui, dans le même secteur. Vous voyez ce drôle de personnage et ce nom que vous arrivez peut-être à lire, Ngonassi. Ça veut dire en grec sur les genoux. On appelle aussi cette constellation la genouillée. On a plusieurs interprétations. Celle qui semble avoir le plus de crédit en quelque sorte, et celle qui fait de cet agenouillé Héraclès. Héraclès, est-ce que vous voyez qu'il a une massue sur cette image? Pour celui qui a dessiné ce plan, c'est Héraclès. Il a une massue et si vous regardez bien, il a une peau de lion, ce vêtement jaune qui est posé sur son épaule, qui retombe derrière son dos, qui est aussi porté, qui est là au-dessus de sa main gauche. C'est Héraclès. Vous constatez qu'il a le pied posé sur le dragon. Le dragon. Alors, plusieurs interprétations. Ces histoires peuvent se superposer un peu, mais l'histoire la plus autorisée en quelque sorte, c'est celle qui fait de ce dragon le dragon qui gardait le jardin des Hespérides, où Héraclès est allé chercher des pommes d'or. Alors, je ne peux pas tout vous raconter parce que dès qu'on tire un fil, après, il faudrait que je vous raconte les 12 travaux d'Héraclès et on n'en sortirait pas. Restons là parce que je voudrais vous parler plus précisément d'Andromède. Andromède, le groupe d'Andromède. Alors, vous voyez Andromède qui est là et qui a aux mains des liens qui semblent avoir été, juste avant que l'image ne soit là en quelque sorte, qui semblent avoir été cassés. Elle était comme enchaînée, elle est en train de se libérer de ces liens. Alors regardons cette image, elle est un peu complexe. Vous voyez une autre représentation d'Andromède. Alors, elle est là, Andromède. Je vais en reparler tout à l'heure d'Andromède. Elle est là. Il y a ici 2 personnages. Céphée,
Céphéus. Céphée, c'est son père. Et Cassiopée, c'est sa mère. Cassiopée a la très mauvaise habitude de dire à qui veut l'entendre qu'elle est la plus belle des nymphes. Les nymphes sont quand même des divinités. Et elles n'aiment pas que l'une d'entre elles ait cette prétention d'être plus belle que toutes les autres. Donc, les nymphes se plaignent à Neptune, qui envoie, alors on va la voir mieux là, vous voyez Cassiopée. Cassiopée. Elle a une couronne sur la tête. Cassiopée. C'est celle qui se croyait la plus belle. Eh bien, avant que je vous raconte la suite. Durant la fin de semaine, alors que la lune n'est pas trop gênante, tournez-vous vers le nord-est et regardez se lever la constellation de Cassiopée, reconnaissable à sa forme de W. Pour les Grecs, il s'agissait d'une reine d'Éthiopie, épouse de Céphée et mère d'Andromède. D'autres cultures y ont vu d'autres choses. Pour les Tchouktches de Sibérie, il s'agit d'un troupeau de 5 reines. Alpha Cassiopée, appelée aussi Chédar, est l'étoile la plus brillante de la constellation. C'est une vieille étoile géante, plus froide que le Soleil et de couleur orangée. Elle est située à 230 années-lumière de nous et est environ 700 fois plus lumineuse que le Soleil. Cette constellation, située en pleine Voie lactée, contient de nombreux amas d'étoiles. Vous entendez au passage que d'autres cultures se racontent d'autres histoires en regardant le ciel, mais je suis frappé de constater aussi que ces autres cultures inscrivent des récits dans le ciel et reconnaissent aussi des histoires qui sont racontées dans le ciel. Alors, retrouvons notre constellation et voyons ça, cette masse un peu informe qui est là à gauche de l'image. C'est la baleine, le monstre marin. Neptune a envoyé un monstre marin avec comme exigence qui est posée à Cassiopée et à son mari pour punir la prétention de Cassiopée qu'ils exposent leur fille à ce monstre marin qui viendra la dévorer. Heureusement, passez par là, Persée. Alors c'est une autre histoire, Persée. Je ne vais pas toute vous la raconter, mais vous savez que Persée a été amenée à tuer la Méduse, cette divinité. D'abord, elles étaient trois sœurs, mais la plus dangereuse était celle qui avait ce pouvoir redoutable de pétrifier, de transformer en pierre ce qu'elle saisissait de ses yeux. Je vous dis qu'il avait trouvé le truc de regarder Médée dans un miroir, un miroir, c'est-à-dire un bronze poli, pour voir où elle était, parce qu'il fallait qu'il lui coupe la tête. Couper la tête sans la voir, c'était pas commode, mais couper la tête en la voyant, c'est être à tous les coups pétrifié avant d'avoir pu la tuer. Enfin, il l'a tuée. Il est là. Regardons-le de plus près. Est-ce que vous arrivez à voir Caput Medusae, la tête de Méduse? Tous ces savants, là on est dans les siècles qui sont ceux de la Renaissance, 16e, 17e, connaissent parfaitement ces histoires-là. Donc vous voyez les petits serpents qui vibrillonnent autour de cette masse qui est la tête de Méduse. Et il arrive, lui Persée. Il arrive même sur un cheval ailé, qui est là juste à côté. Le ciel est très animé dans ce secteur. Ce cheval, c'est Pégase, pardon. Le cheval ailé, chevauché par Persée. Et Persée, chevauchant Pégase, va tuer la baleine pour sauver Andromède. Tout est en ordre. Le ciel est protégé. Alors, voici une représentation de Persée à Florence, Benvenuto Cellini. Et voici un vase assez maladroit et assez amusant. Du coup, vous voyez ce monstre marin à gauche, pas sympathique du tout.
Et vous voyez Andromeda à droite, et vous voyez Persée, qui a un petit sac sur l'épaule, et le petit sac, les histoires nous le disent, les récits nous le disent, c'est le sac où il avait mis la tête de Méduse. Parce que s'il a la tête de Méduse à la main, c'est extrêmement dangereux. Vous voyez, il trimballe la tête à la main, et tous ceux qui sont pris par le regard de cette tête sont pétrifiés. Elle est dans un sac dont son regard est neutralisé, il n'est plus pétrifiant. Voilà, je pourrais revenir en arrière peut-être et vous montrer ce triangle. Vous voyez ce petit... vous le voyez, il est juste à gauche de Persée, un triangle, comme un instrument de dessin pour faire des triangles sur un tableau noir. Le triangle. Il s'agit, dit Ératosthène, de la constellation qui se trouve au-dessus de la tête du bélier. Il faudrait que je vous raconte l'histoire du bélier. Mais le temps passe et je surveille l'heure. C'est, dit-on, pour pallier le faible éclat de ce bélier, que figure au-dessus de lui une lettre facile à reconnaître, delta, car ce triangle, c'est un delta majuscule en grec. Delta qui constitue, dit Ératosthène, l'initiale du nom de Zeus. Zeus est un nom curieux en grec. Quand on veut faire de ce mot Zeus un complément de nom, si on dit la puissance de Zeus, je ne dirais pas Zeus, mais je dirais Dios, avec un delta. Continuons. Ce delta qui constitue l'initiale du nom de Zeus, placé là par Hermès, qui organisa la disposition des constellations entre elles. Donc Ératosthène se plaît à dire que tout ça est en ordre. Et il faut en particulier assurer la protection de l'axe du monde, du pôle. Donc c'est pour ça qu'il y a Héraclès qui est là, juste au-dessus, qui a le pied sur le dragon. Il y a Persée qui n'est pas loin. Il y a la tête de Méduse qui est là. Certains disent que l'Égypte tire sa forme en delta du delta de la constellation, du triangle, et que le Nil, par cette forme en delta qu'il a donnée au contour du pays, non seulement garantit sa sécurité, mais aussi le rend plus facile à ensemencer et lui procure une situation climatique favorable. C'est amusant ça. Ératosthène dit, s'il y a le Nil qui se termine par ce delta, c'est pour imiter le delta, le nom de Zeus, qui est inscrit au ciel. Voilà. Alors, c'est l'intermède. Et si notre ciel était devenu chrétien? Finalement, la question, quand on y réfléchit un instant, elle était tout à fait légitime pour ces hommes qui vivent au XVIe siècle dans un univers qui est totalement dominé par la religion, qu'elle soit dans sa version catholique ou protestante, dans le monde qui est le nôtre, ou dans l'espace géographique qui est le nôtre. Et évidemment, il y a des hommes qui vont se dire, des savants qui vont se dire, mais il est quand même temps de christianiser ce ciel païen. On ne peut pas regarder toujours le ciel en pensant à ces histoires païennes, alors que l'histoire la plus importante pour nous, c'est l'histoire qui est racontée dans l'Ancien Testament et dans l'Évangile. Et d'ailleurs, ce n'est pas une histoire, c'est la vérité du monde. Donc, on va voir des propositions qui vont christianiser le ciel. Au début du XVIe siècle, en 1603, était paru un livre qui s'appelait Uranometria. Un astronome allemand, peu importe son nom, Johann Bayer, l'avait signé. Et puis, ce livre est réédité en 1627 et il porte alors ce nom, Coelum Stellatum Christianum, le ciel étoilé chrétien. Donc, je peux aller vite, mais c'est tout à fait saisissant. Imaginons que nous ayons des planètes qui portent ces noms. La Lune, Beata Maria, Vénus, Elias, Soleil, Christus, Mars, Josua, Moïse pour Jupiter, Adam. Plus on remonte, plus on s'éloigne de la Terre en quelque sorte, et plus on s'éloigne dans le temps, et plus on
on explore le passé de la religion catholique en rejoignant l'Ancien Testament. Alors ça donne des choses amusantes, très jolies d'ailleurs. Vous voyez ce navicula, ce navire. Si vous lisez bien en dessous, c'est tout petit, mais vous voyez écrit sur le bateau, Navicula Sancti Petri, la barque de Saint-Pierre. Alors du coup, mais vous allez m'en dispenser parce qu'autrement je n'aurai jamais le temps d'arriver au terme de mon petit parcours, il faudrait que je vous raconte les histoires qui sont maintenant racontées par cette barque de Saint-Pierre. Donc je ne vous la raconte pas. La barque de Saint-Pierre. Pourquoi Saint-Pierre a-t-il une barque? Mais ce qui m'amuse le plus, c'est que si vous avez de très bons yeux, vous pouvez voir juste en dessous écrit alias Ursa Major. Alias. Il faut quand même rappeler les anciens noms parce que si on présente avec ces noms simplement christianisés, on aura du mal. Voici Andromeda à gauche. Voici ce qu'elle devient à droite. Elle devient, Andromeda, elle devient le tombeau du Christ. Vous pouvez vous amuser d'ailleurs à repérer les permanences. Il s'agit d'essayer de regrouper les mêmes étoiles. Alors voilà, Cassiopée, Santa Maria Magdalena, Sainte Marie-Madeleine, alias Cassiopée. Vous voyez le Andromède. Andromède est donc devenu, c'est une autre image, il est devenu le Sepulchrum Christi, le tombeau du Christ. Et à droite, vous voyez, voilà, je peux vous le montrer comme ça, Sepulchrum Christi, alias Andromeda. Ici, Santa Maria Magdalena, Cassiopée. Et ici, Saint Paul, alias Persée. Il est plus élégant sous cette forme-là que sous la forme un peu hirsute qu'on avait tout à l'heure. Persée. Alors, on pourrait continuer, beaucoup évidemment. Vous constatez que l'image est un peu coupée, mais Gabriel, Saint Gabriel, a pris la place de Pégase. Que Pégase, voilà, et ici, vous voyez le bélier et vous voyez le triangle. Vous voyez le triangle? Eh bien, vous voyez ce qu'il est devenu, le triangle? Il est devenu la mitre de Saint-Pierre, avec ses 3 étoiles les plus visibles. Je reviens, là, le triangle, les 3 étoiles plus la 4e, et vous voyez ici la mitre de Saint-Pierre, où on reconnaît à peu près ce qui était présenté dans le triangle. Alors ce serait fastidieux de faire la liste de toutes ces métamorphoses. On s'amuse à regarder, c'est une constellation qui a été découpée par la suite parce qu'elle était trop grande, l'Argo Nawis, le navire Argo, celui qui assure la conquête de la toison d'or. Eh bien, qu'est-ce que ça peut devenir? Vous n'en serez pas surpris. L'Arche de Noé, ça c'est pas mal trouvé. Et vous voyez Orion, je pourrais vous parler d'Orion, grande figure de la mythologie grecque aussi, grand chasseur qui a pris une importance particulière parce qu'il était très puissant, il a été très malheureux, il a été aveuglé, il a été tué finalement et il est maintenant cette constellation. Eh bien, vous voyez ces images, je me suis amusé à porter ces points rouges à gauche, ces points jaunes, et vous allez les retrouver ici. Les points rouges, les points oranges, les points jaunes. Et vous constatez que Orion est devenu Saint Joseph, charpentier, qui a ses outils à la main. Je reviens en arrière, et vous voyez le déplacement. Ce sont les mêmes étoiles, il faut les réorganiser autour d'une figure qui saura les porter. Ciel totalement renouvelé par la science moderne.
Recherchez la constellation d'Orion, plein sud, vers 10 heures du soir. Vous la repérerez sans peine grâce à 3 étoiles brillantes alignées. Elle dessine la ceinture du chasseur Orion. À la ceinture du chasseur pend son épée, représentée par des étoiles faibles. L'une de ces étoiles est différente des autres, elle montre un halo flou. C'est ce qu'on appelle la Grande Nébuleuse d'Orion, découverte en novembre 1610 par l'astronome provençal Nicolas Fabri de Peiresc. Cette nébuleuse, parfaitement visible avec une paire de jumelles, est un nuage de gaz essentiellement de l'hydrogène. Au sein de ce nuage se forment en ce moment de nouvelles étoiles. Les dernières étoiles nées du nuage rendent visibles ces tourbillons de gaz. Cette nébuleuse, l'une des plus brillantes du ciel, se trouve à près de 1500 années-lumière de nous. De nombreux nuages de ce type parsèment les bras de notre galaxie. Ils fabriquent en ce moment les étoiles qui illumineront les nuits de nos lointains descendants. Je prends ces petites vidéos sur le site Universcience, où elles sont toujours disponibles et très bien faites. Alors, je vais essayer de vous montrer en quoi on peut dire que le ciel, j'ai encore besoin de 20 minutes à peu près, je pense. Ça va, vous suivez? De toute façon, je vais les prendre. Pour vous exposer quelques points, en quelque sorte, qui montrent que notre ciel reste au moins un peu grec. Je vais vous parler de l'affaire Pluton. Je vais vous parler de la constellation de la galaxie d'Andromède, et puis de 3 points encore que je vous annoncerai ensuite. L'affaire Pluton, vous la connaissez. Pluton, c'était jusqu'à peu la 9e planète. Et puis, on a fait une découverte. Pluton a un diamètre de 2300 km à peu près. En janvier 2005, un autre objet céleste, beaucoup plus loin, a été trouvé, dont le diamètre était un peu plus grand que celui de Pluton. Et du coup, on s'est demandé si des petites planètes comme ça pouvaient encore être appelées des planètes. Pluton a un diamètre qui est à peu près... voilà, je vous donne le diamètre de... à peu près les 2/3 du diamètre de la Lune. Voilà, on en était là, on avait ajouté Pluton. Arrive donc cette nouvelle planète, un peu plus grande, on a trouvé une nouvelle planète un peu plus grande que Pluton. Et on se demandait si cette planète-là n'allait pas amener à déclasser Pluton. Ça fait un débat dans l'Union astronomique internationale. Ça a été un débat et en 2006, la décision a été prise de déclasser en quelque sorte Pluton et de la faire entrer dans une catégorie qu'on allait appeler les planètes naines. On s'est demandé comment on allait appeler la nouvelle planète qui avait été découverte après Pluton, je ne sais pas si vous suivez, qui avait amené à déclasser Pluton. Et celui qui avait découvert cette nouvelle planète a eu l'idée astucieuse de la nommer Eris. Eris, c'est la déesse de la discorde. C'est la petite planète qui avait flanqué la zone, la discorde, dans la Société astronomique internationale. Donc elle s'appelle Eris. Eris a maintenant, on l'a découvert depuis, un satellite qu'on a appelé Dysnomie. Dysnomie, ce n'est pas l'harmonie, c'est au contraire la loi qui est déréglée. Dysnomie. Revenons à Pluton. Pluton, planète naine, a maintenant pour nous des satellites. Le premier satellite qui a été trouvé a été appelé Charon. Vous savez que Pluton, c'est le dieu des enfers, du pays des morts, c'est Hadès chez les Grecs. Charon est le passeur qui fait passer les âmes fantomatiques, pour qu'elles accèdent à ce pays des morts. Et puis, on a trouvé 2 autres satellites, Nyx ou Nux, la nuit, Hydra, l'hydre,
le dernier satellite qu'on a trouvé a reçu le nom de Kerberos, Cerbère, le chien des enfers. Voilà donc les objets qu'on appelle transnuptiens, au-delà de Neptune. Eris, Pluton. On a trouvé deux autres objets qui vont faire des petites planètes qui ont été nommés de ces noms qui relèvent de la mythologie des îles Hawaï. Parce que l'Union astronomique internationale se donne comme règle de désigner les objets découverts tant qu'on peut par la mythologie grecque, mais on a le droit aussi d'aller chercher des noms dans les grandes mythologies du monde entier. Alors, j'évoque ceci. Oui, j'évoque ceci. Il y a cette fameuse ceinture d'astéroïdes qui est là au-delà de Mars, entre les orbites de Mars et de Jupiter. Il y a des millions sans doute d'objets qui sont en orbite autour de la Terre, et plus on regarde finement, plus ce nombre grandit. Mais le premier objet qu'on a pu voir clairement, on l'a appelé Cérès. Cérès dans la ceinture des astéroïdes. Cérès, et puis on a Cérès, tenez, voilà Cérès. Voilà Cérès. Cérès, petit objet. Planète naine. Voici une comparaison des volumes des sphères. La Terre, la Lune, Cérès. On a trouvé d'autres objets, il y en a beaucoup d'autres, mais d'autres qui étaient un peu plus grands. Pas assez grands pour être une planète naine, mais maintenant on compte à côté de Cérès Pallas, Vesta, Junon. Ce sont des objets qui tournent dans la ceinture des astéroïdes. Je passe. Après l'affaire Pluton, l'histoire de la galaxie d'Andromède. C'est ça qui me fascine pour ma part. Quand on voit le ciel avec les Grecs, le ciel est finalement simple. Il est d'une certaine façon rassurante. Mais quand on voit se creuser ou s'ouvrir ces immenses espaces derrière le ciel grec, on a comme un vertige qui est tout à fait fascinant. L'image ici est claire et simple, et on se dit, tiens, je vois la constellation d'Andromède, et je vois une image comme ça. Mais vous pouvez la voir comme ça aussi, avec des satellites. La constellation d'Andromède, c'est maintenant la galaxie d'Andromède. Et la galaxie d'Andromède, c'est bien dans la constellation d'Andromède qu'on la voit, mais c'est un objet qui est évidemment qui appartient en quelque sorte à un autre temps que le temps des Grecs. Regardez vers l'est en début de soirée. Vous verrez en dessous de Cassiopée se lever une chaîne d'étoiles brillantes. Il s'agit de la constellation d'Andromède, la fille du roi Céphée et de la reine Cassiopée. Cette constellation montre des étoiles bien brillantes. Alphératz est une étoile blanc-bleu située à une centaine d'années-lumière. Elle est une centaine de fois plus lumineuse que notre Soleil. Mirac est une étoile géante rouge située à environ 200 années-lumière. Almach est aussi une géante rouge. Elle est à plus de 350 années-lumière de nous. C'est aussi une étoile double, l'une des plus belles du ciel. L'étoile principale, de couleur orangée, est accompagnée d'une autre, moins brillante, de couleur bleu-vert. Dans cette constellation se trouve le plus lointain objet visible à l'œil nu, à droite de la Voie lactée. Il s'agit de la galaxie d'Andromède, assez semblable à notre Voie lactée. Cette galaxie est un ensemble d'environ 200 milliards d'étoiles, de nébuleuses et d'amas. Elle est située extrêmement loin de nous, à près de 3 millions d'années-lumière. Quand vous la regarderez, pensez que la lumière qui parvient à vos yeux est partie de cette galaxie à l'époque où les Australopithèques se promenaient en Afrique de l'Est.
Maintenant, il faut ajouter cette information. Cette galaxie se rapproche de la Voie lactée à une vitesse de 430 000 km à l'heure. Ce qui fait que dans environ 4 milliards d'années, la rencontre se fera entre la galaxie d'Andromède et la Voie lactée. Vous voyez ça, cette constellation. Ah, je vais vous allez voir, on va mettre ça comme ça. Les noms vont apparaître. S'ils n'apparaissent pas, c'est un petit problème. C'est pas grave. En haut, la galaxie d'Andromède. Non. Voilà. Ça, c'est la galaxie d'Andromède à droite. C'est le triangle à gauche. Et voilà. Là, c'est à peu près à 4 milliards, dans 4 milliards d'années. On continue. Cette danse, en quelque sorte, cosmique va durer encore quelques milliards d'années. Et dans 8 milliards d'années, la situation sera à peu près stabilisée. Mais le Soleil se sera depuis longtemps éteint. Notre Soleil. Alors, voilà, l'état stabilisé. Les scientifiques se disent comment on va appeler cette constellation qui résultera de la fusion de la galaxie d'Andromède et de la galaxie qui est la Voie lactée. Alors, les Anglais proposent de l'appeler Milkomeda. Alors, on peut traduire Milkomède. Moi, je préférais Lactomède ou Galactomède pour dire les choses en restant proche des noms grecs. Alors voilà, une image, illustration d'artiste qui veut essayer de donner à voir ce que pourrait être cette rencontre de la galaxie d'Andromède et de notre Voie lactée. Je continue. Troisième problème. Savez-vous qu'il y a des astéroïdes troyens? Des astéroïdes troyens. Alors, je vais vite pour vous expliquer des choses qui ne sont pourtant pas de ma compétence. Voilà, je vais vous montrer ceci. Vous voyez ces deux objets, celui-ci au milieu, ces deux objets stellaires, et puis le petit objet qui est là sur l'orbite en bleu. D'accord? Alors, il y a un savant qui a découvert, qui s'appelle Lagrange, que ces deux objets dégageaient des champs de gravité qui faisaient qu'en certains points, qui sont désignés par ces lettres, L3, L4, L5, L1, L2, il pouvait y avoir des objets de masse infime qui étaient dans une position à peu près stable. Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire que le petit point bleu va tourner autour du Soleil. On va appeler le point bleu Jupiter. Il tourne autour du Soleil. Et le point L4 va tourner en même temps, mais va rester toujours à peu près à la même distance de Jupiter et ne va pas être satellisé par Jupiter. Il ne va pas se mettre à tourner autour de Jupiter. Vous suivez? Alors, ce savant s'est dit il y a 5 positions qui sont des points de stabilité relative. Et il a vu apparaître des objets au point L4. Et il s'est dit, cet objet qui est là, dans une position stabilisée, je l'appelle Achille. Et puis, on a regardé de plus en plus, et on en a trouvé de plus en plus. Et on a trouvé des centaines d'objets qui étaient dans ces points L4 ou L5. Et du coup, on a appelé tous ces objets des astéroïdes troyens, en se disant qu'à gauche, en L4, c'était les Grecs, et à droite, c'était les Troyens. Et donc ces objets portent ces noms. Achille, Hector, Nestor, Agamemnon, Odyssée, Ajax, Diomède, Antiloque, Patrocle, Priam, Énée, Anchise, Troïle. On a trouvé, ça c'est des chiffres qui datent de septembre 2014, au point L4 il y avait plus de 4000 objets stellaires,
Alors, il n'y a pas 4000 dons dans la mythologie grecque et dans l'histoire de la guerre de Troie pour alimenter ce point L4. Donc, quand on n'a plus de solution, on leur donne des noms qui sont des lettres et des numéros. Voilà. Je peux vous dire que j'ai appris il n'y a pas longtemps, cette découverte a été faite en 2010, que la Terre avait aussi un satellite troyen. Alors, ça nous fait plaisir. La Terre a ce satellite troyen. Mais il faut que je continue. Après les satellites troyens, je vais vous parler des centaures. Il y a des satellites centaures. Qu'est-ce que c'est que les satellites centaures? On a découvert des satellites qui, comme celui qui porte ce nom, Chirone. Chirone, c'est le nom d'un centaure. Mais je vous montre d'abord la drôle de trajectoire que suit Chirone. Son orbite est instable entre l'orbite de Saturne et l'orbite d'Uranus. C'est instable. Elle est instable et des orbites instables, ça pourrait faire penser à d'autres objets stellaires qu'on appelle les comètes. Les comètes, ça c'est l'orbite d'une comète qui va traverser le système solaire interne en quelque sorte pour se rapprocher très près du Soleil et puis repartir ensuite très très loin. Et c'est un objet de glace. Quand cet objet approche le Soleil, ça fait des grandes traînées de vapeur, de poussière, etc. Alors, vous voyez ce que sont les orbites planétaires, on tourne autour du Soleil, et les orbites de comètes, qui viennent tourner un moment autour du Soleil et qui s'éloignent de beaucoup après. Mais je reviens à ce point, cette orbite bleue. Les scientifiques se disent ce sont des objets qui sont peut-être pour l'instant bloqués en quelque sorte dans cet espace entre Saturne et Uranus, mais il s'en faudrait de très peu pour qu'ils continuent à avancer vers le Soleil et que du coup ils deviennent des comètes. Donc, quelle est leur nature exactement? On ne sait pas trop. Est-ce que ce sont des astéroïdes? Est-ce que ce sont des comètes? Alors on va les appeler des centaures. Des centaures parce que les centaures sont des êtres hybrides, doubles, cheval ou homme, comète et astéroïdes. On a des centaures. On a des centaures dans le ciel. Vous voyez ici un centaure? C'est le centaure Nessos. C'est celui qui enlève la jeune épouse d'Héraclès. C'est elle qui tient, cette personne au bras blanc, c'est une femme qu'il tient dans ses bras. Je vous montre un autre centaure, c'est Chirone. C'est Chirone. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Ce n'est pas une image grecque, hein? Ça vous dit quelque chose? C'est le centaure Chirone dans le film de Pasolini, Médée, Chirone qui assure l'éducation de Jason comme il avait assuré l'éducation d'Achille. Alors, maintenant, on a d'autres centaures qui sont là dans le ciel, qui portent ces noms, venus là encore de la Grèce antique, Chirone, son épouse, la nymphe Chariclo, Nessos, celui qui essayait d'enlever Déjanire, la femme d'Héraclès, ou Pholos, un centaure qui a la réputation d'être sympathique. Je termine. Le programme Gaïa. Gaïa, le mot veut dire la terre. Regardez la terre, elle est là, sur cette image grecque. C'est cette déesse enfoncée dans la terre qui la représente. Elle a porté en elle un enfant. Je ne vous raconte pas cette histoire-là maintenant. Si, je peux vous la raconter. Oui. Héphaïstos à gauche était tout à fait amoureux d'Athéna à droite. Il se jette sur elle. Mais Athéna ne veut pas évidemment de cette étreinte. Je suis obligé d'être précis. Elle s'en dégage, mais un peu de sperme d'Héphaïstos est tombé sur sa jambe. Dégoûtée, Athéna prend un chiffon ou un bout de tissu, elle s'essuie la jambe, elle jette le tissu sur la terre. Le tissu s'enfonce dans la terre et va naître un enfant. C'est un enfant d'Héphaïstos, mais surtout de la terre. Et la terre fait sortir cet enfant.
cet enfant qui sort de la terre, c'est le premier autochtone qui va devenir l'ancêtre des Athéniens. Voilà Gaïa, elle est là, dans cette histoire. Et c'est Athéna, à droite, qui... vous voyez, il a des petits serpents qui semblent vibrionner sur son dos. Elle porte sur son dos, sur son épaule, l'égide, sur son corps, sur son torse, l'égide sur laquelle elle a placé la tête de Méduse. Méduse avec les serpents qu'on voyait tout à l'heure vibrionner autour de cette masse informe que Persée tenait dans sa main. Alors, voici Gaïa pour les Grecs. Pour nous, Gaïa, maintenant, c'est un satellite qui a été lancé il y a peu de temps, 19 décembre 2013. Son objectif, et je vais terminer par où nous avions commencé, c'est d'aider à mieux comprendre la Voie lactée, de travailler pour répertorier, identifier avec le maximum de précision possible 1 milliard d'étoiles. On se dit qu'à peu près, enfin on se dit, c'est pas moi, hein, mais les scientifiques que j'admire, qu'il y a sans doute 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Il faut essayer d'en repérer 1 milliard. Et ce satellite qui a été mis sur orbite, sur un point Lagrange d'ailleurs, fixe, a été testé, étalonné pendant 1 an, et depuis 2 ans, 2013, 2014, 2015, c'est la 2e année où il photographie le ciel et envoie des informations à des réseaux de scientifiques qui sont en permanence là pour écouter et essayer de les recueillir au mieux. Je me plais à vous montrer ces hommes-là, ces femmes d'aujourd'hui, très modernes, simples, scientifiques de haut niveau, qui étaient réunis à l'Observatoire de Paris. C'est la communauté scientifique qui collecte les informations qui sont données par Gaïa. Dans la théogonie d'Hésiode, cette histoire où, je vais revenir à la Voie lactée qu'on voyait ici, cette histoire qui raconte comment le monde a pris sa forme et comment la famille des dieux s'est constituée. Dans la théogonie d'Hésiode, on voit comment se sont faits les tout débuts du monde. Et je vous lis ces vers. En vérité, au tout premier temps naquit Chaos, l'abîme, béant, puis Gaïa, la terre au large flanc, séjour à jamais stable pour les dieux immortels et pour les hommes. Et aujourd'hui, la Terre envoie un minuscule satellite, Gaïa, qui est comme perdu dans l'immensité du ciel, pour essayer de nous aider à mieux comprendre ces mystères. Nous n'avons plus le sentiment que la Terre est une assise sûre pour les dieux. Nous la voyons maintenant infime partie d'un immense univers. Nous comprenons bien que notre représentation du ciel n'a rien à voir avec ce qu'était le ciel pour les anciens Grecs, mais je trouve qu'il est très important, et je vous répète que j'en suis personnellement très touché de voir la communauté scientifique maintenir le lien avec ceux qui, il y a 2000-2500 ans, plus parfois, étaient déjà en train d'essayer de comprendre ce qu'était le ciel. Et donc il y a une grande aventure d'attention, d'exploration, une grande aventure scientifique qui marque ainsi sa continuité par-delà les générations. Je vous remercie de votre longue attention.